Salut Thierry, comment ça va? Ça va bien, et toi, comment vas-tu? Désolé, je toussais, je suis désolé. Ouais, ça va, et toi? Qu'est-ce qu'on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de business plan et tu vas nous apprendre comment faire un business plan en béton. Donc, alors, les amis, tout de suite, ne vous inquiétez pas, l'émission est juste sponsorisée par Bouygues, donc on a été obligé d'utiliser le mot béton, mais on aurait aussi pu dire en acier inoxydable, en acétylène, enfin tout ce qui exprime quelque chose de résistant. Ouais, et Arcelor ne voulait pas nous sponsoriser ici, donc nous on a utilisé béton. On est comme ça nous. Super. En fait, vraiment important, tu sais Thierry, ouais. Parce que on parle d'entrepreneuriat. On est une émission qui a envie de pousser, de motiver à l'entrepreneuriat aussi, parce que tu sais, j'ai la conviction ferme que c'est pas les politiques qui vont créer des jobs, c'est pas, c'est rien du tout. C'est les petits entrepreneurs qui vont créer des jobs, les petits. C'est pas les gros du CAC 40. Les gros du CAC 40, au pire, ils recrutent 1000 personnes, 2000 personnes dans l'année. Ça, c'est au pire si tout va bien, tu sais. Mais les petits entrepreneurs, tu sais, quand un épicier ouvre, un restaurant ouvre, etc., c'est ça qui va créer du boulot et qui va vraiment sortir les gens du chômage et qui va vraiment arriver à faire un changement dans la société. Donc, l'entrepreneuriat, j'y tiens. Moi, j'y tiens aussi parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis entrepreneur et que même plus longtemps que ça, parce que j'ai fait des choses même directement pendant l'école, pendant que j'étudiais, à la sortie de mon école, pendant que j'étais à Londres, j'ai fait des choses d'entrepreneuriat, mais 100% entrepreneur et que entrepreneur depuis à peu près 10 ans. Et alors, ce qui est intéressant, Thierry, tu sais, dans ça, c'est que quand tu es entrepreneur, la première chose que tu entends, c'est tu veux monter un business, t'as fait ton business plan. Et tout de suite, moi, quand on me disait ça, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, dites-le nous, hein, si vous nous entendez en commentaire, dites-le nous. Mais moi, quand j'entends business plan, je suis saoulé immédiatement parce que je me dis, oh mon Dieu, ça y est, on est retourné à l'école, va falloir que je fasse un document, va falloir que j'écrive, va falloir que, mon Dieu, moi je me souviens, c'était, et du coup, comme ça induisait de la souffrance, j'esquivais, je dis, t'inquiète. J'ai tout dans ma tête. Oui. Ou alors, tu sais, je prenais un calepin et puis je notais 2-3 trucs puis je dis t'inquiète, c'est bon, t'inquiète. Mais en fait, j'ai perdu beaucoup d'argent et de temps comme ça. J'ai énormément perdu beaucoup d'argent et de temps. C'est comme si tu essayais de monter le mont Everest, d'escalader le mont Everest et sans carte, sans préparation physique, sans matériel, sans rien. Juste, tu vas et tu dis, donc à mon avis, je vais prendre quand même un sac de couchage, on sait jamais, parce que tu vois, et puis ça va être au hasard. Et puis bien sûr que tu vas pas y arriver. Bien sûr que ça va être très très difficile. Aujourd'hui, on parle tu sais, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Oui. Il y a 50% des startups qui échouent en la première année, la moitié. T'imagines un sur deux. Et 90% fermeront dans les 3 premières années. 90%. Le taux d'échec, il est énorme. Tu sais, en Europe, on a 175 000 faillites de sociétés. Ouais. Faillites. 65 000 par an en France. 175 000 par an en Europe. 65 000 par an en France. C'est l'un des pays où on a le plus gros taux de faillite. C'est incroyable. Alors, c'est dû à plein de choses, hein, mais des entreprises qui ferment, c'est pas bon. Des entreprises qui ferment. Si on a des entreprises qui ferment parce que on est en Europe et que maintenant les gens délocalisent, etc. Ok. Mais si derrière on n'a pas des entrepreneurs pour recréer des choses, on est mal. On est super super mal. Et ça, c'est la même chose un peu partout dans le monde. En fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas je vais pas monter un business là puisque je connais pas. Non. Tu vas voir qu'en fait, tu peux toujours monter un business où que tu es si tu as un plan. Les gens qui ne planifient pas, ils sont en train de planifier d'échouer. Les gens qui ne planifient pas, ils sont en train de planifier l'échec.
Et c'est ça le business plan. C'est pas vraiment la rédaction du document, on s'en fout de la rédaction du document, mais on s'en fiche complètement. Et c'est là que je voudrais qu'on soit tous d'accord. Moi aussi, ça me saoule. Et si je pouvais ne jamais faire un business plan, je le ferais pas. Mais s'il y a un truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de mes idées extraordinaires qui, en fait, quand j'ai fait le business plan, ont totalement échoué. Alors, c'est sûr, j'ai économisé beaucoup d'argent. Et heureusement que je l'ai fait. Mais tu vois, le business plan, ça peut être super important. Alors pourquoi? Justement pour avoir une stratégie. Tu sais, tu veux monter tu veux escalader une montagne et t'as pas de stratégie, t'as pas de plan, t'as pas c'est n'importe quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. Et ton cerveau peut pas penser à tout. Et il y a, Thierry, 5 éléments sur lesquels il faut vraiment s'attarder. Quand on a ces 5 éléments, après, on peut se lancer. On peut se lancer. D'accord? Aussi tu sais, un business plan, c'est aussi un outil de navigation du business. C'est-à-dire que quand on a planifié un petit peu tout, et quand on va lancer le business, on va s'apercevoir par exemple qu'il y a des différences, qu'il y a des changements d'avis. Tu vas changer d'avis, Thierry. Tu sais, c'est pas parce que tu l'as planifié il y a 6 mois que non, dans mon business plan c'est écrit ça, il faut qu'on fasse ça. Bah non, c'est ça la liberté d'un entrepreneur, c'est qu'il va s'adapter, d'accord. Et du coup, ton business plan il va être comme une base, comme une référence, mais surtout ça va te permettre aussi de ne pas perdre trop d'argent, d'éviter. Tu sais, la majorité des gens, Thierry, ils font faillite, ils ferment par manque d'argent, parce que ils ont plus d'argent. C'est le plus grave problème, oui, en effet. C'est le plus grave problème, d'accord? C'est pas en main, mais en fait, j'aime pas trop les glaces, donc j'arrête. Non, c'est pas vrai. En vrai, c'est juste que ça fait pas les sous que tu pensais que ça allait faire. Et ça, c'est quand les gens disent ouais, ça paye pas autant que je pensais, tout de suite, t'as fait un business plan? Non, franchement, j'en ai pas besoin parce que mon père il travaille dans ça. Ok. Donc en gros, t'as réalisé que ça allait pas marcher et que t'as dépensé beaucoup d'argent pour ça. C'est dommage, c'est très très dommage. Et pour anticiper, tu sais, Thierry, les risques, les échecs et puis les demandes d'argent, tout ce qui est cash flow, il va y avoir des coûts et tu peux pas anticiper tous les coûts dans ta tête. Il faut commencer à passer sur, tu sais, une espèce de checklist. Tu sais, point par point, parce que tu peux pas penser à tout. C'est comme si, je vais te donner un exemple très simpliste. Tu vas à Carrefour, tu vas au magasin et tu fais les courses pour la semaine, pour le mois, peu importe. Eh bien, tu peux y aller avec une liste, ou alors tu peux y aller juste avec ta tête. Avec ta tête, eh bien, Carrefour, eux, ils sont faits ils font tout pour que tu achètes beaucoup plus. Je confirme. Que ce qui était. Et en plus, ta tête, tu peux pas compter sur ça, parce que ta tête, tu vas oublier les choses importantes. Comment ça, t'as pas pris les tomates? Comment ça, t'as pas pris le pain? C'est dingue. Et c'est exactement ça en beaucoup plus compliqué. Tu vois, ça, c'est un petit supermarché. D'accord? Alors, imagine le marché de ta société. Imagine le marché de ta société. C'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut absolument une checklist. D'accord? Et enfin, tu utilises un business plan pour convaincre des gens d'investir ou des banquiers. Alors, juste un mot ici, j'ai envie de le dire, et parce que je l'ai déjà dit avant et je veux le redire encore. Si vous êtes en mode start-up, ne prenez pas de prêts bancaires. J'ai mis bankers, mais je devrais pas. Ne le faites pas. D'accord? Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer dans une start-up qu'il faut pas s'endetter. Il faut pas je vais tout tenter, je vais faire un gros prêt et on peut pas, surtout dans les pays où il n'y a pas forcément des lois qui protègent la banqueroute, la faillite. D'accord? En France, il y a des lois qui protègent la faillite. Et du coup, on est beaucoup plus protégé. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de loi et si tu payes pas ce que tu dois payer, tu vas en prison. D'accord, aux banques. Donc, ne prenez pas ce risque, les amis. D'accord? Demandez. Il y a un cours qu'on a fait, je sais plus comment il s'appelle, Thierry, mais il parle d'investissement. Je sais plus comment il s'appelle. Je peux retrouver ça, oui, mais c'est comment financer ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Ça marche. J'avance en même temps. Oui, alors, voilà, Hamza, tu pourrais baisser un peu le son de ton ordinateur parce qu'on entend mon. Ah ouais, bien sûr. Merci. Bien sûr. Hop. On coupera au montage, hein. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Oui, là c'est bon, je m'entends plus.
Alors tu vois, ça c'est tu vois le monsieur avec les jumelles, c'est l'entrepreneur. Il a une super idée et tous les gens qui marchent là ici, c'est son marché. D'accord, c'est son marché. Et alors, il sait rien du tout de ce marché. Il sait pas comment faire en sorte que cette idée, elle touche tous ces gens-là. D'accord? Et c'est là qu'on va planifier les choses. Il y a 5 étapes dans un business plan. La première étape, c'est ton idée. C'est ton produit ou ton service, peu importe. Eh bien, il faut parler de ça. Il faut déjà décortiquer, faire une checklist de ça. D'accord? Je vais te donner quelques éléments qui sont très... Excuse-moi, juste avant que tu passes sur la description, l'émission s'appelait Investisseurs. Quand les solliciter, quand les éviter. Voilà. Ça, c'est une émission importante, je pense. Oui. Alors, décrire ton produit. Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Alors, produit ou service. On va utiliser le terme produit, mais comme terme générique pour produit ou service. D'accord? Pour dire, en fait, pour désigner ce que l'on est en train de vendre. Exact. Donc, qu'est-ce que ça fait? D'accord? Et quel problème il résout? D'accord. Tu te rappelles, je sais pas si c'est une émission qu'on a fait ensemble ou une vidéo que j'ai... Aussi. Voilà, en gros, une idée, une vraie idée, ça résout un problème. Les entrepreneurs, le mental, le cerveau des entrepreneurs, il fonctionne d'une telle façon que quand il entend des gens se plaindre, ils se disent opportunité. Alors que les gens lambda se plaignent, lui il dit mais là il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Si seulement il y avait un service qui pouvait faire ça, je suis sûr que... Et boum, de là vient une idée. Donc, il faut vraiment que ça sauve un problème, ça résout un problème, d'accord? Quel est le bénéfice? Quelle est la valeur ajoutée que ça donne? On parle pas des caractéristiques du produit. On parle pas du 20 mégapixels de ton portable. On parle du fait que tu vas pouvoir éviter d'avoir un appareil photo, que c'est déjà dans ton portable et que le portable a une qualité d'image qui est très bonne, qui est suffisante pour garder les meilleurs souvenirs de ta vie. Ça, c'est un bénéfice, une valeur ajoutée. D'accord? Le fait que c'est 20 mégapixels, c'est pas ça qu'on cherche. D'accord? Et à combien tu veux le vendre? À combien est son coût de fabrication? Tu sais, je travaille avec une cliente en ce moment qui monte quelque chose. Et alors je vais être un petit peu vague parce que j'ai pas envie de dire ce qu'elle fait parce qu'elle c'est encore un petit peu secret, elle s'est pas encore lancée. D'accord. Mais qui monte quelque chose. Et quand je lui ai dit alors d'accord, combien il va coûter, tu sais, l'une des choses qu'on fait en coaching, c'est qu'on passe à travers toutes ces étapes qu'on est en train de faire ici en vidéo, mais sauf que je construis avec eux, on prend en note, on challenge et puis on construit quelque chose de très solide au début, d'accord? Et je lui ai dit alors il va coûter combien? Puis elle m'a dit entre 30 et 40 dirhams. Et je lui ai dit d'accord, alors 30 et 40 dirhams, il faut que tu en vendes combien pour faire face à tes coûts? Et elle m'a dit toc. Elle m'a dit 1200 par jour. Je fais d'accord. Et c'est possible ou pas? Pas trop. Moi, je pensais plus vers entre 10 et 20 par jour, ce serait bien. Je fais, c'est comme ça que les business fail. Il faut que ton prix soit beaucoup plus conséquent. Et soit dit que là, on retourne sur une de nos obsessions, enfin, de mes obsessions, sur le business du kebab français à Dubaï. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, voilà, c'est toujours, tu veux monter une pizzeria, dis-toi, ok, il faut que j'en vende combien par jour pour que au moins je perde pas d'argent. Quand les gens calculent, tu sais, quand je lui ai posé cette question, elle a pas pris en compte un coût qui était très important, c'était son salaire. Elle a dit non, mais moi c'est mes profits. Non. Toi, tu es une employée de la société, donc toutes les heures que tu passes, tu dois te les rémunérer. Si tu le comptes pas dans ton business plan, ça veut dire que tu vas utiliser juste le profit pour te faire un peu d'argent. Et en général, au début, le profit est pas suffisant du tout. Il faut que ton prix, que tout se structure d'une façon telle que tu aies un salaire, même si c'est que sur papier. D'accord? Donc ça, c'est le genre de choses que les gens oublient. Alors, je donnerai quelques exemples au fur et à mesure quand je passe. What's its humanistic purpose? Donc, quel est le but humaniste presque de ton produit, de ton idée? C'est pour améliorer la vie de qui?
c'est pour faciliter quoi? Tu vois? Oui. L'une des sociétés que j'ai, c'est une boîte de recrutement, tu le sais. Oui. Et j'ai développé un business model où les gens travaillent de chez eux, en freelance. Et ma target, c'est les mamans qui sont à la maison, qui ne veulent pas revenir au boulot, mais en même temps, qui ne veulent pas juste s'occuper des enfants. C'est ma target. Et l'une des choses, tu sais, que je mets en avant, c'est le fait que moi, ce que je souhaite, c'est ne plus avoir de mamans qui laissent tomber leur carrière. Oui. Je veux pouvoir créer des mamans qui peuvent s'occuper de leurs enfants, mais garder une main sur leur carrière. Ouais. Garder la main sur leur carrière. Tu vois? Et ça, c'est ma mission à moi. D'accord? C'est plus important que tout. Et c'est comme ça que les gens sont intéressés d'ailleurs. D'accord? Donc, quelle est ta différence entre toi et la concurrence? Bah, petit à petit, quand tu commenceras à répondre à tout ça, ça deviendra de plus en plus visible. Plus en plus visible. Il y a beaucoup de questions, tu sais, qui vont être posées, qui vont être un petit peu, oh là là, je sais pas. Mais en fait, quand tu vas commencer à répondre à 2-3 de ces questions, les autres, elles vont venir très facilement. D'accord. Très facilement. D'accord? Le deuxième pilier de la pyramide, et sur lequel ton produit se repose, sans cette partie-là, ben, ton produit, il sera jamais vendu. Ben, c'est le marché. Donc, tu dois analyser le marché. Et le marché, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur de ton contrôle. Tu m'entends? Alors, ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment super important. Tout ce qui est à l'extérieur de ton contrôle. D'accord? Donc, ça veut dire tout ce que tu ne contrôles pas, que tu peux influencer, mais que tu ne contrôles pas, ça s'appelle le marché. Voilà. Ok? Donc, là, il faut absolument, je dirais, voir les choses en 3 points. D'abord, l'audience, ton segment, ton client type, d'accord? Et quelle est sa catégorie socio-professionnelle, d'accord? Quels sont ses points de douleur, ses points de galère, d'accord? Qu'est-ce qu'il déteste, d'accord? Quel est son âge, quelle tranche d'âge il a, ton client type, d'accord? Où est-ce qu'ils passent la majorité de leur temps, leurs hobbies, leurs vacances? Qu'est-ce qu'ils lisent, dans quel site ils passent le plus de temps, d'accord? Est-ce que c'est un homme ou une femme, ou les deux? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ou aiment pas en général faire, ou peu importe. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Et surtout, disposable income, c'est combien d'argent en plus de ce qu'ils font déjà, ils sont capables de laisser de côté. Soit en épargne, soit quoi que ce soit. Mais ça, c'est disposable income. Donc, par exemple, tu vas avoir, chez les jeunes étudiants, ils vont pas forcément avoir beaucoup de disposable income. Par contre, quand tu as 30 ans et plus, bah, tu as un peu plus de disposable income. Ou alors, si tu targetes des familles qui sont là où les deux parents travaillent, eh bien, tu vas te dire, ils ont beaucoup de disposable income. C'est, je pense, une des raisons qui fait que les nurseries, par exemple, les écoles sont chères. C'est que comme ils sont pas à la maison, ça donne une opportunité à la maman de travailler. Et derrière, ça fait que c'est le papa et la maman. Et qu'on a un système éducatif, c'est un des points qui fait qu'on a un système éducatif là où on est qui reste très très cher. C'est, je crois, le deuxième endroit sur la planète où l'école est la plus chère. Après, Dubaï, le coût du système éducatif à Dubaï est quelque chose d'hallucinant. Pour nos amis qui sont en France, vous avez du mal à imaginer. En fait, c'est simple. Ici, l'école est privée et comme elle est obligatoire, il y a pas de compétition. Donc les écoles se livrent en fait une guerre pour vous faire payer en fait le plus cher possible et pas le moins cher possible. Oui. Alors le volume aussi. On parle de combien de clients? Est-ce que tu as 20 clients sur Dubaï, sur Hong Kong? Est-ce que tu as des milliers? Est-ce que tu vois, on parle de combien? Il faut vraiment la taille
de ton marché, il faut vraiment l'apprécier dès maintenant. Oui. Dès maintenant, en fait. D'accord? Alors, il y a un truc que j'ai appris à l'école qui m'a toujours super bien servi. C'est un monsieur qui est un professeur de Harvard qui s'appelle Michael Porter. Et Oui. Michael Porter, il a inventé quelque chose pour analyser un outil d'aide à analyser un marché, une industrie plutôt, un secteur d'activité, d'accord? Et ça a été appelé le Porter's Five Forces. Et ça, c'est la concurrence. D'abord, tu analyses la concurrence. Est-ce qu'il y a un seul concurrent ou il y a 20 000 concurrents, d'accord? Alors, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ce que tu fais qu'il faut pas faire le business. Oui, tout à fait. Et le marché est énorme, d'accord? Il faut, si tu vas dans ton analyse de marché, tu te dis, bah, attends, là, il y a tellement de clients. Eh bien, c'est pas parce que les gens sont en train de le faire qu'il faut pas le faire, d'accord? C'est souvent une croyance de bébés entrepreneurs. Ils disent, oh non, ça existe déjà, mon idée. Et alors? Et alors? C'est pas parce que quelqu'un le fait que tu peux pas le faire. Donc voilà, ça c'est un point. L'autre chose aussi, c'est le pouvoir des fournisseurs. Ouais. Alors, si tu as besoin, on va dire, tu montes un resto. Tu montes un resto et tu as besoin, d'ingrédients. Tu as besoin, en gros, de ressources, d'accord? Oui, oui. Que ce soit des ingrédients, que ce soit des tables, des chaises, que ce soit de la main-d'œuvre qualifiée, tout ça, eh bien, tu dois analyser ta capacité à trouver les bonnes ressources. Donc, par exemple, des fois, tu vas réfléchir en mode ressources. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des gens, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci. Et puis, boum, tu vas bloquer sur un des points et tu vas dire, ouais, mais ici, il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée. Ouais. Et là, d'un seul coup, tu vas changer ta façon de faire le business. Tu vas planifier autrement parce que tu te dis, si j'ai pas la main-d'œuvre qualifiée, il faut donc que je change autre chose. Il faut donc que j'achète des choses pré-cuites. J'invente. D'accord? Parce que ici, j'ai pas la main-d'œuvre qualifiée. Elle n'existe pas. J'invente, hein, je dis des bêtises. Non, tu n'inventes pas tant que ça, puisque en fait, c'est exactement ce que nous avait dit David Croiser, l'émission que j'ai ratée, le pâtissier, pendant. Ah oui, c'est vrai. Donc David Croiser, qui est pâtissier à Dubaï, nous avait expliqué justement qu'il était obligé d'adapter ses recettes et ses processus parce que à Dubaï on ne trouve pas de main d'œuvre qualifiée dans le domaine de la pâtisserie. Et donc ça sert. Il y avait une question à propos d'un type de farine qui était une question assez technique en fait. Et David Croiser avait répondu que non, il n'utilisait pas ce type de farine parce que c'est une farine qui est très technique et qui demande donc en fait, qui permet d'avoir de meilleurs résultats, mais qui demande de la part des gens qui la manipulent une vraie formation. Et c'est pas un truc en 20 minutes ni en 3 jours, mais c'est une formation, une expérience, et qu'ils ne trouvent pas ça à Dubaï. Et que voilà, donc à un moment donné, on adapte les produits, enfin les ingrédients et les process en fait aussi à la main d'œuvre qui est disponible. Exactement. Et c'est en fait tout ce qui est ressources, c'est un point à analyser dès maintenant. Oui. Et tu vois, on peut pas penser à tout ça sans planifier. On est obligé de commencer à écrire des choses. Tu peux pas penser à toutes ces choses-là. Enfin, moi, je peux pas. Je suis pas. C'est pas. Et l'autre chose, c'est aussi les clients. Quel est leur vrai pouvoir? Quel est leur vrai pouvoir, les clients? Parce que tu as des clients, par exemple, qui vont pouvoir toujours négocier. Je te donne un exemple. Oui. Tu vas dans un souk, d'accord? Tu vas dans un souk. Le pouvoir des clients, il est énorme. C'est pour ça qu'ils négocient beaucoup. Ouais. Ils négocient beaucoup. L'un des plus gros challenges pour les gens, les entrepreneurs de souk qui vendent sur les marchés, c'est le stock. Il faut absolument qu'ils liquident le stock parce que tu as des saisons, tu as des fruits qui sont périssables, tu as des saisons pour les habits, etc. Même pour les pashminas, tu as des saisons pour plein de choses, tu as des saisons, d'accord? C'est la mode, tout. Donc, le stock doit partir, d'accord? Et du coup, l'acheteur, il aime bien aller vers les souks parce qu'il se sent, il sent qu'il fait des affaires. Il peut négocier. Il a un pouvoir assez conséquent. Et il faut aussi analyser cette capacité-là. Est-ce qu'on est capable de dire oui, de dire non? Est-ce que dans quelle position on est si un client potentiel dit ouais, c'est un peu trop cher pour moi, etc., etc. D'accord? L'autre, c'est la menace de la substitution.
Donc, est-ce que ton client peut faire les choses tout seul? Il peut faire un peu la même chose que ce que tu vends, mais peut-il le faire tout seul? Ou alors, peut-il le faire moins cher? Peut-il l'avoir quelque part moins cher? Une copie chez Karama, par exemple, ou peu importe. Et ça, c'est la menace de la substitution. D'accord? Et quand tu as un produit, alors encore une fois, c'est pas parce que tu as une pizzeria et que tu sais très bien que les gens peuvent le faire à la maison qu'il faut pas vendre la pizzeria. Non! Ils pourront jamais faire ta pizza. Ta pizza, elle peut être unique. Ta pizza, elle peut être très unique que eux-mêmes peuvent pas faire. Tu peux avoir une recette secrète. Et tout ça, c'est ça qui va faire le truc. C'est, en tout cas, voilà. La menace des nouveaux entrants. Donc, tu vois l'exemple que je viens de donner en anglais dans l'émission d'avant, c'est que la menace des nouveaux entrants, c'est, tu vois, ton portable, Thierry. Oui. Ton portable bourré de technologie. Si demain, moi, je dis, ouais, j'ai trouvé un investisseur, on va se lancer sur le marché des portables, on va faire des portables. Ben, je peux m'accrocher parce que les Samsung, les Apple, toutes ces sociétés de portables ont tellement d'avance technologique qu'il me faudrait des milliers, voire des millions, voire des milliards de dollars pour rattraper l'avance qu'ils ont. Donc en fait, les barrières pour les nouveaux entrants sont très énormes sur ce marché-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup il peut y avoir des barrières légales. Si demain je veux monter une société, un opérateur téléphonique, on peut avoir des barrières politiques ou légales, d'accord, qui font que c'est bloqué, etc., etc. C'est un peu ça qu'il faut regarder. Et bien sûr, le plus haut les barrières sont, le mieux c'est. D'accord? Le plus haut les barrières sont après toi et le mieux c'est. D'accord? Donc ça c'est important. Et enfin le dernier modèle que j'ai envie de vous donner les amis, c'est Pestel. Alors Pestel, c'est un Politico. Donc des fois il y a sur le marché où on est, il y a des influences politiques très très importantes qu'il faut essayer de réfléchir. Donc suppose que par exemple on est en France et que Marine Le Pen arrive au deuxième tour. Suppose, d'accord? Eh bien, si Marine Le Pen arrive au deuxième tour et puis qu'elle dit, moi, dès la première semaine, je m'engage à sortir de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit immédiatement que ça peut immédiatement affecter notre business. Je sais pas si c'est... Donc, tu vois que les conséquences politiques sur le business sont réelles. Et c'est ça une vraie analyse de marché. D'accord? On va essayer d'analyser la partie politique. D'accord? L'autre partie aussi, c'est l'économie, qui est super importante. Si on est en pleine crise et qu'on vend des produits de seconde nécessité, de troisième même nécessité, ça va être un facteur à prendre en compte. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Puisque à une époque, avec mon épouse, on était dans l'artisanat, on faisait des mosaïques et des peintures sur verre. Et cette année-là, l'année où on a lancé notre business, en fait, tous les 3 mois, il y avait une sorte de crise qui ralentissait l'activité. Et donc notre business se développait, patatras, ça s'effondrait. Et alors de mémoire, on avait eu première fois l'annonce d'une réforme sur les retraites qui a plombé l'économie. Deuxième, au bout de 3 mois, l'entrée en guerre, je sais plus, c'était en Irak, enfin un truc comme ça. Et dès que c'est reparti, en fait, la réforme sur les retraites a été mise en application, ce qui a permis de encore miner un peu le moral des gens. Et donc, en fait, quand vous êtes dans les besoins, la satisfaction des besoins secondaires, c'est là-dessus que tout de suite c'est très volatile, c'est-à-dire que au moindre problème, au moindre conflit, moindre chose, les gens arrêtent. Vous vendez je ne sais pas moi du pain par exemple, les gens continuent à manger du pain. Vous vendez des mosaïques ou des choses comme ça. Les gens voilà, c'est de la déco, on peut, c'est des achats qu'on peut reporter. Voilà. Absolument. Alors la troisième lettre, c'est S pour social. Ouais. Et effectivement, là, on va analyser justement les caractères sociaux de notre audience, de notre
client type, d'accord? Et c'est un petit peu ce qu'on a discuté en point numéro 1, c'est-à-dire le volume, qu'est-ce qu'il aime pas, les tendances, la culture de cette personne, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, etc., etc. D'accord? Aussi tout ce qui est influence technologique. Alors, influence technologique, c'est important parce que si je te donne un exemple, hein, si tu parles à des clients qui sont très sur Internet, sur leur portable et qui, eh bien, si jamais tu fais un mauvais travail et qu'ils vont en ligne et qu'ils commencent à se plaindre, bah tu peux perdre ton business. Technologique aussi parce que si jamais tu crées un service et puis 3 ans plus tard, il y a un software qui le fait pour 10 fois moins cher, t'es mal. Donc il faut analyser aussi toutes ces choses-là. Oui. Internet a changé pas mal de choses par rapport à ça. Vas-y. Ouais, alors l'histoire de la technologie, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Je travaillais chez un constructeur informatique, Siemens pour pas le nommer, et à un moment donc on réduit les effectifs et le directeur de la com, c'est ça, ouais. Le directeur de la com, en fait, a une idée géniale. Alors, c'était dans les années 90, et à cette époque-là, pour faire des présentations, les commerciaux avaient des transparents et un rétroprojecteur, et ils mettaient ils faisaient les transparents comme les présentations comme ça, il n'y avait pas PowerPoint. Et justement, il décide de se lancer en fait en tant que prestataire, parce qu'il faut savoir que un transparent à l'époque ça coûtait 17 francs. À peu près 1,50 €. Et quand on équipait une flotte de commerciaux, c'était pas un transparent qu'on leur donnait, mais c'était 50 commerciaux, et chaque fois c'était des jeux de 30 ou 40 transparents. Donc ils décident de se lancer, et juste à ce moment-là, il y a Microsoft qui sort PowerPoint et HP qui sort sa petite imprimante DeskJet couleur, et il a pas tenu 3 mois. Bah ouais, voilà, exactement. Et ça, tu sais, c'est le genre de truc, en plus, tu peux le savoir, parce que les blogs vont toujours te dire, les recherches Internet vont toujours te dire ce qui se prépare. Il n'y a pas vraiment de secret. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup enfin voilà. En tout cas, la technologie, super important. L'environnement, alors c'est quelque chose dont on parle de plus en plus maintenant. C'est-à-dire, si tu es une société qui a un impact sur ton environnement, eh bien, il faut prendre en compte des lois, par exemple, autour de l'environnement. Il y a des taxes carbone. Si tu as des déchets, il faut penser à est-ce qu'il y a sur ton marché un endroit où te débarrasser des déchets ou les recycler. Est-ce que c'est disponible ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est super important aussi. Et enfin, il y a la partie, les lois. En fait, le système de loi. Des fois, un seul changement de loi peut faire complètement basculer un business, un marché. Un seul changement de loi, d'accord? Et ça, c'est super important aussi. Il faut absolument toujours essayer d'analyser est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce qu'il y a des discussions au Parlement sur tel ou tel machin qui pourrait avoir un impact sur mon business si la décision venait à être... Tu vois, et c'est comme ça que tu vas analyser un petit peu ton environnement, ton marché, ton secteur d'activité, d'accord? Et ça, c'est le monde extérieur, Thierry. Ça, c'est le monde extérieur, d'accord? Donc, tu vois que en fait, le produit, il se pose sur le marché. Si tu analyses pas très bien le marché, le produit va casser un petit peu la figure, parce que si le marché est pas très bien défini, tu l'as pas bien analysé, tu prends un énorme risque déjà, d'accord? Alors c'est pas fini, parce que il y a aussi le monde intérieur, et le monde intérieur, c'est tout ce qui est sous ton contrôle. Le monde intérieur à ton entreprise, c'est ce que tu fais, c'est derrière tes portes, ce que tu fais et comment tu le fais, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment, par exemple, tu produis. Oui. Comment tu cuisines, tu sers les gens, comment tu stockes est-ce que tu utilises des entrepôts, est-ce que tu loues, est-ce que tu as de la place, est-ce qu'il te faut combien de place, etc. Comment tu sers tes clients, d'accord? Comment tu distribues ton produit? Comment? Est-ce que tu as des contrats? Est-ce que tu dois les payer en plus par rapport à ça? Est-ce que
voilà, est-ce que c'est facile de trouver des distributeurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui. Etc., etc. Pareil, le service client, c'est en interne. L'après-vente, il y a quelqu'un qui se plaint. Ah bah finalement, je suis pas très content. Ben, quel est l'ADN de ta société? Bah s'il se plaint, il est pas content, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave, c'est trop tard pour lui. C'est son problème. Voilà, ou alors c'est, bah, s'il se plaint, je le repaye. Ah ben, quel est l'ADN de ta société? Et c'est pour ça que je dis, il faut pas commencer par la mission, la vision et les valeurs de ta société. Faut pas commencer par créer ça, faut vraiment commencer par ton idée, parce qu'au fur et à mesure de ton business plan, tu vas commencer à créer l'ADN de ta société, la personnalité de ta société. Tu vas commencer à créer ces valeurs que tu vas chérir, parce que tu vas commencer à planifier, tu vas dire non, moi je veux monter un business qui traite les gens comme ça. Et s'ils sont pas contents, tant pis. Je préfère leur rendre leur argent, ou j'invente. Je dis des bêtises, hein. Ou alors je leur offre un autre service gratuit, ou alors t'as des business où ils s'en fichent de ça et c'est non tu m'as payé, ça y est, à plus. T'en as. Et ça c'est vraiment l'ADN de ta société. Alors pareil, tout ce qui est contrôle de la qualité. Est-ce que c'est compliance? Je sais pas comment on dit en compliant. Oui, je sais pas. Oui, c'est à peu près ça. En fait, disons que c'est un mot qui est récent, qui est arrivé vraiment récemment c'est la conformité, pardon. Conformité, voilà. Super, ouais. Super, ouais. C'est la conformité à, par exemple, des standards de secteur, à des lois, à pas mal de choses. Oui, à des certifications, exactement. Je veux dire, par exemple, si vous êtes certifié ISO 9000, bon, ça se fait plus trop, mais si vous êtes certifié ISO 9000, si vous avez des processus HACCP, par exemple, dans l'alimentaire, vous êtes obligé, donc, d'être conforme à tout ça et de tenir d'ailleurs une documentation à jour. Exactement. Donc tu vois, faut parler. Tu vois, cette checklist, elle te fait penser à pas mal de choses. Ouais. J'espère que d'ailleurs, je sais pas si on a des entrepreneurs sur notre live en ce moment, mais je sais pas. Dites-moi si déjà il y a des points. Oui, c'est une bonne idée, j'y ai pas pensé ou pas. Enfin, n'hésitez pas à commander. J'attends les réponses. Continue. Ça marche. Pareil aussi, comment tu essayes d'avoir tes matières premières. Est-ce qu'il y a des fournisseurs, on en a parlé, etc., etc. Et en fait, ça, c'est super, super important. Dans cette partie, je vais même mettre tout ce qui est contractuel. Les staffs, si tu veux recruter du monde, est-ce que tu as un bon parc, par exemple, d'université, tu as un bon marché par rapport à tout ça. Et du coup, si tu l'as, donc ça, c'est le marché, si tu l'as, comment tu recrutes? À quel niveau? Sur quelle expertise? Quel salaire tu vas les payer, etc. Tu vois, c'est tout ce qui est en interne. En interne. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, oui. C'est vraiment comment tu vas faire, en fait. Comment tu vas faire. Alors, tu vois, donc, tu as le monde extérieur. Je sais pas si on me voit là, mais tu as le monde extérieur, d'accord? Et tu as le monde intérieur. Donc, le monde intérieur, c'est ce que tu fais, toi. D'accord? Le monde intérieur, c'est ce que tu fais, toi. Et le monde extérieur, c'est ton marché. D'accord? Tu le contrôles pas. Tu contrôles juste ce que tu fais. Mais une fois que ton produit il est fini, il faut un pont. Il faut un pont entre ces deux entités parce que sinon ça marchera pas. Et ça, c'est le marketing et la vente. Le marketing et la vente. Ça, c'est le pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Alors, dans le marketing, tu sais, marketing, c'est attirer. Le marketing, ça veut dire attirer, marketer, attirer. Attirer des clients potentiels, des opportunités pour ton business. D'accord? Donc, comment tu attires des clients à ton business? Par exemple, l'endroit où tu vas ouvrir ton resto. Ou par exemple, est-ce que ça va être par email, par les réseaux sociaux, ou alors la pub, ou alors est-ce que tu vas avoir une force de vente qui va faire pas mal de coups de fil tous les jours, ou est-ce que tu vas outsourcer ça? D'accord, tu vas sous-traiter à un centre d'appel qui va le faire pour toi. Peu importe. Il faut que tu commences à réfléchir à comment tu vas attirer du business. Souvent, on est tellement amoureux de notre idée, de notre produit, qu'on pense pas à ces choses-là. Alors qu'en fait, tout doit rentrer en compte maintenant. Tu dois construire. Et vous savez ce qu'on fait là, les amis? Ça s'appelle un business model. Ça s'appelle un modèle de business. Non, business model.
En tout cas, ça se dit on dit un business model en anglais. Ouais, et c'est ça qu'on est en train de construire. C'est-à-dire que toutes les parties s'imbriquent et font que tout marche. D'accord? Pareil, est-ce qu'on va faire des partenariats? Est-ce qu'on a déjà commencé à avoir des partenariats? Est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'on peut faire des alliances? Donc là, je parle de joint venture comme une alliance, d'accord? Pas les joint ventures de grosses sociétés, d'accord? D'ailleurs, les joint ventures de grosses sociétés, de petites sociétés ou des alliances, c'est tout des joint ventures. Il n'y a pas de. Alors, retail ou distribution. Donc, on a envie de vendre notre produit sur Carrefour. Facile ou pas facile? Il faut se renseigner parce que il y a des centrales d'achat qui sont très très durs avec des gens qui auraient pas une bonne les reins solides côté sous, etc., etc. Voilà. Alors excuse-moi, mais à ce titre, j'ai une expérience aussi de ce genre de choses. Souvent dans la distribution en France, sur les petites chaînes de supérettes, les chefs de rayon sur certains rayons ont la latitude d'acheter des produits localement sur des producteurs locaux, et en fait c'est comme ça qu'on peut rentrer dans la grande distribution, sachant que j'ai un ami qui est éleveur de poulets, et il a maintenant à peu près une vingtaine de supermarchés sur sa région, et régulièrement les centrales le contactent en lui disant vous êtes dans tel de nos supermarchés, il faudrait passer par la centrale, et lui il refuse à chaque fois, justement parce que il sait que le ticket d'entrée passer par la centrale, ça va être trop élevé. Mais puisqu'il connaît cette faille du système, enfin cette particularité du système qui est que certains chefs de rayon, alors quand je parle de certains chefs de rayon, c'est pas la personne, mais c'est le rayon en fait, a la possibilité de s'approvisionner localement. Il utilise cette possibilité pour être dans la grande distribution, mais sans passer par les centrales d'achat, parce que là c'est une négociation de gré à gré avec le chef de rayon, et c'est beaucoup moins dur. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Je savais pas, hein. Voilà, tu m'as appris quelque chose, c'est très très intéressant. Je savais pas du tout, et je pense que ça va être une grosse valeur ajoutée aussi pour l'émission. Merci Thierry. Donc ça, c'est le marketing, c'est comment attirer. Mais c'est aussi comment convaincre les clients. Alors, qu'est-ce qui fait que tu les convaincs? Est-ce que c'est tes prix qui sont très bas? Est-ce que c'est la qualité de tes produits? Est-ce que c'est justement alors la valeur ajoutée que tu apportes et non pas les caractéristiques? On en a parlé quand j'ai donné l'exemple de l'appareil photo sur mon portable. Oui. Est-ce que c'est la mission de ta société? Est-ce que c'est les valeurs de ta société? Tu sais, souvent les gens achètent parce ils achètent Emirates souvent aussi parce qu'ils ont une perception oui, que Emirates c'est qualitatif, etc., etc. D'accord? Ou alors est-ce que c'est les termes de paiement aussi? Tu peux avoir des termes de paiement tellement super cool et zen. Vous ne payez rien pendant 1 an. Vous ne payez rien, etc. Et tu vois, ça peut être des points de conviction pour les clients potentiels. Ou alors juste une vraie force de vente, un vrai commercial qui va le faire aussi. D'accord? Donc tu vois, là on a le pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. On a l'idée, ça c'est dans notre tête. On a le monde extérieur, monde intérieur. On a le pont, c'est comment les connecter. Comment connecter ce marché avec notre produit. D'accord? Avec notre façon de faire. Et puis enfin, tu as tout ce qui est argent. Alors ça, c'est la partie qui me saoulait le plus, Thierry, je t'avoue. Vraiment, qui me saoulait le plus. Parce que j'aime pas tout ce qui est travaux forcés à l'école. Tu sais, là où tu dois faire des trucs. Moi, j'aime bien la spontanéité de l'entrepreneuriat. J'aime bien la liberté de l'entrepreneur. Et du coup, à chaque fois qu'on devait faire des calculs, des machins, tout de suite, Mais après, j'ai réalisé, après avoir perdu beaucoup de temps, et donc beaucoup d'opportunités de business, j'ai réalisé qu'en fait, c'était sur ça que tout se reposait. C'était sur ça que tout se reposait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es capable de dire, attends, bon, maintenant j'ai tous les éléments, j'ai mes 4 éléments, j'ai mon idée, donc mon produit ou mon service, le marché, je commence à le connaître, je connais le volume, je connais ce qu'ils font, ses clients types, etc. Je sais comment je vais faire ça. Je sais comment m'approvisionner, etc., etc. Je sais comment fabriquer, etc. Et j'ai une force de vente, j'ai une technique pour justement attirer des clients potentiels et leur vendre. Maintenant, je vais voir si ça marche. Et ça, c'est la partie, on va se projeter. On va se projeter dans le futur avec ce business model-là. On va se dire,
on va voir. Si je suis exactement ça, on a le prix c'est ça, le coût c'est ça, etc. Puis on va commencer à faire des projections au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Si on fait pas de projection, tu vois, la projection elle peut être faite que si on est passé par la checklist. Si on n'est pas passé par la checklist, on va oublier certaines choses. Et du coup, notre projection va être faussée. D'accord. Donc, très important de le faire dans cet ordre-là. N'écoutez pas les business plans que vous avez en ligne où on vous dit alors, il faut commencer par le executive summary. C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on monte un business. C'est absolument pas comme ça qu'on monte un business. Voilà, c'est comme le CV à une page. Tu dis, arrête. D'accord. Donc, alors juste une petite précision en fait, pour le executive summary dont tu vas parler plus tard, en fait, c'est un résumé et vous ne pouvez pas résumer quelque chose que vous n'avez pas encore écrit. C'est pas possible. Ouais. Parce que même si vous pensez que vous avez l'esprit suffisamment synthétique pour anticiper ce que vous allez faire plus tard, si vous faites votre business plan, si vous suivez le processus normalement, vous allez découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est pas la peine de se dire ah bah non, j'ai déjà écrit l'executive summary parce que on m'a dit de l'écrire en premier. Ah mais il manque des trucs, mais c'est pas grave, je vais partir comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on monte un business. Et exactement, tu as tout à fait raison. Alors voilà, on va commencer à parler de sous maintenant, parce que ça c'est super important. On monte un business aussi pour pouvoir gagner de l'argent. La meilleure façon d'être indépendant financièrement, de plus jamais avoir à bosser si on n'a pas envie, c'est de monter un business. La vérité c'est ça. Il y a rien qui peut faire plus d'argent qu'un business. Il n'y a rien de légal qui peut faire plus d'argent qu'un business. Très important. Alors, la première chose qu'il faudra regarder, c'est par exemple les coûts de la startup. Alors, il y a des coûts de démarrage, des investissements, un capital nécessaire. Alors, des fois, c'est que dalle. Hein. Des fois, c'est juste avoir PowerPoint sur son ordinateur. C'est que dalle, des fois. Mais des fois... c'est appeler un avocat pour faire des brevets, des contrats, des choses comme ça. Des fois, c'est acquérir beaucoup de software, certains chers. Très cher, oui. Du matériel. On ouvre un restaurant, c'est très très cher en matériel. Ouais. Pareil aussi pour tout ce qui est d'autres ressources, hein, mais il faut penser aussi à tout ce qui est location, par exemple, d'espace commercial, que ce soit des bureaux, des restaurants, des magasins, peu importe. C'est des locations. On pense à un site web, faire un logo par un design, etc., etc. C'est ce qui et même la licence. Dans beaucoup de pays, tu sais, tu peux monter un business pour rien, t'as pas à payer quelque chose. Mais dans beaucoup d'autres pays, comme Dubaï, comme beaucoup de pays, on est obligé d'avoir une licence de commerce pour être enregistré donc au registre de commerce, et ça coûte pas mal d'argent tous les ans. Donc il faut prévoir tous ces coûts-là, d'accord? Il faut prévoir ces choses-là. Aussi, tout ce qui est opérationnel. Les coûts opérationnels, c'est les coûts récurrents qui viennent de toute façon pour opérer le business. Donc par exemple, un salaire, c'est un coût opérationnel. La location d'un espace commercial, c'est un coût opérationnel. Je sais pas si on doit payer un software tous les mois et on l'a pas acheté tout de suite sur serveur, mais on doit le payer tous les mois parce qu'il est sur Internet. Eh bien, c'est un coût opérationnel, d'accord? Si on fait de la pub sur Facebook et qu'on doit payer tous les mois, coût opérationnel, d'accord? Et et tu vois que là, j'ai parlé de différentes parties du business plan. J'ai parlé du marketing, j'ai parlé, tu vois, parce que tout maintenant va faire du sens, d'accord? Essayer de projeter tout ce qui est finance, le cash, sans avoir fait l'analyse au préalable, c'est presque impossible. Alors, comment tu m'as dit en antenne le break-even point? Le point mort. Ah oui. Donc l'analyse du point mort. Alors l'analyse du point mort, tu vois, on s'était dit rappelle-toi, et puis du coup je me suis pas rappelé. En plus c'est un mot facile. Alors l'analyse du point mort. L'analyse du point mort, c'est quoi? C'est en gros, au début tu vas dépenser de l'argent et en attendant d'avoir tes premiers clients, tu vas pas en faire. Donc il faut te dire d'accord. Donc si tu suis tout ça, en combien de temps tu vas arriver au point mort? C'est-à-dire, en combien de temps tu vas commencer à faire de l'argent? Oui. Le point mort, c'est l'équilibre parfait entre les coûts et les ventes. C'est ça.
Donc d'un seul coup, ça y est, j'ai fait assez de ventes pour recouper mes coûts. Ça y est, à partir de ce moment-là, si je continue, eh bien, je fais des profits. D'accord? Eh bien, c'est ça le point mort. Et il faut analyser parce que c'est là où tu vas avoir besoin de cash flow, Thierry. C'est là où effectivement, si le point mort, il est au bout de 3 mois, 6 mois ou 10 ans, oui, c'est plus du tout le même investissement. Ah non. C'est plus du tout le même investissement. Et c'est pour ça qu'il faut pas se tromper aussi. D'accord? Donc, pareil pour tout ce qui est projection. Donc, maintenant, on a mois par mois des scénarios de vente. On va se dire, tiens, si ça marche super bien, si ça marche vraiment pas bien, si ça marche moyen, d'accord? Et si mes coûts c'est ça, etc. Et mois par mois, combien de cash je génère? Je te parle pas de profit, de cash je génère. Combien il y a de cash mois par mois dans la société? Parce que quand tu as du cash, tu peux en disposer. Tu peux faire des choses. Tu peux recruter d'autres personnes. Tu peux grandir. Tu peux faire des choses. Donc, comprendre la position du cash au bout d'un an, 6 mois, 18 mois, ça va forcément te diriger, te contrôler par rapport à tes recrutements, à tes investissements, etc. Et ça, c'est aussi une magnifique manière de pouvoir anticiper si le business model il va marcher ou pas. Si d'un seul coup dans nos calculs on dit waouh, attends, comment ça se fait qu'au bout de 3 mois je fais mon point mort et au bout de 6 mois je redescends? Attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, parce que ça et ça et ça, et je dois repayer quelque chose là ou je sais pas quoi. Oui, ou par exemple une saisonnalité du marché qui a été mal envisagée parce que dans certains types de business, on n'anticipe pas que le marché puisse être saisonnier, ou en tout cas pas saisonnier, mais influencé par la saison. Par exemple, quand j'étais dans le dépannage informatique, quand j'avais mon entreprise, il faut savoir que à l'arrivée du printemps, j'avais une baisse de revenus parce que les gens sortaient plus. Enfin, quand je dis sortaient plus, faisaient des activités d'extérieur et en fait, ils utilisaient moins leurs ordinateurs, donc ils se rendaient pas compte qu'ils étaient en panne. C'est idiot, mais voilà, et c'est des choses qu'il faut anticiper. Toujours penser que quoi qu'il arrive, vous vivez dans le monde réel et que dans le monde réel, il y a comment dire, il y a un mouvement qui est assez régulier et que votre courbe de revenus ou de clientèle, elle va pas être plate, elle va pas être et voilà, donc il faut toujours essayer de trouver ce genre de choses. Exact. Et de toute façon, je sais pas s'il y a vraiment un business où il n'y a pas de saisonnalité. Il y a toujours une saisonnalité, il y a toujours une période de Noël où ça va peut-être piquer ou alors redescendre. Moi, je sais que par exemple, le recrutement, j'ai une boîte de recrutement, eh bien là, c'est la période horrible pour moi parce que les gens, ils pensent à autre chose. Les décisionnaires pour les postes, les responsables des départements, ils partent en vacances. Et donc là, c'est la période super pas cool pour moi côté recrutement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il y a toujours une saisonnalité, des fêtes, des mois, l'été, l'hiver, les tendances, les comportements changent. Donc les comportements, c'est aussi les clients. Hein, ils font autre chose avec leur argent. Donc alors là, enfin, on va pouvoir faire un résumé, l'executive summary, ce fameux executive summary. Eh bien, le executive summary, il arrive à la fin, mais on va le mettre au début. Et comme son nom l'indique, tu as raison Thierry, c'est un résumé. C'est un résumé où on va dire un petit peu tout. Sauf que là, rappelle-toi, on va essayer de faire en sorte que le résumé, il soit adapté à l'audience. Oui. Qui va le lire? Si c'est un investisseur, c'est pas la même chose que si c'est juste pour toi. D'accord? Et c'est là que il faut bien faire tu sais, une des choses qu'on peut faire quand on commence un business, c'est de demander de l'argent aux gens. Ça s'appelle le love money. Oui. Demander de l'argent aux gens qui nous emprunteraient juste parce que c'est nous. Donc, qui nous prêteraient de l'argent juste parce que c'est nous. Comme par exemple les parents, les frères et sœurs, peut-être amis très 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 proches ou des choses comme ça. D'accord? Ou un conjoint ou des choses comme ça. D'accord? Eh bien, même ce conjoint ou qui que ce soit dans la famille, il faut pouvoir lui montrer un document où il doit se dire, tiens, tu vois, au bout de tant de temps, tu peux te faire ça. Ça, c'est dans le scénario le moins probable. Enfin, ça, c'est dans le pire des cas. Tu vois? Si t'es capable, je vais continuer comme ça, ça va faire du sens, mais
au début, on parle de points de douleur, de points de souffrance, d'accord? Le problème qu'on a envie de résoudre et comment on le résout avec ce produit, ou ces produits, ou ces services, d'accord? Ensuite, là, avec toute cette analyse, on a commencé à construire l'ADN de la société. La mission. Quel est son but humaniste? Elle cherche à changer quoi? Elle cherche à changer quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu demandes à une société de pharma, c'est quoi sa mission? Ce sera toujours pour sauver des vies. Tu demandes à Google, c'est quoi sa mission? Jamais personne va te dire, ouais, c'est pour faire de la thune, hein, pour faire de l'argent. Ils vont toujours te dire, bah, oui. C'est pour un but humaniste. C'est pour donner accès à Internet d'une manière indiscriminée et juste et égale à toutes. Tu vois, ils vont. Et c'est ça qui est la mission. D'accord? C'est ce qui doit nous animer à la base. C'est ce qui doit influencer toutes les décisions. Toutes les décisions. Aussi montrer qu'on a un marché et donc une clientèle type qui est en perpétuelle augmentation ou régénération. Oui. Par exemple, si je suis un petit business qui vend des beignets sur la plage dans le sud de Paris, ouais. Eh bien, j'ai des clients en perpétuelle régénération. C'est jamais les mêmes. Donc ça peut être quelque chose de très positif. D'accord? Oui. Surtout si mes beignets sont tout pourris avec beaucoup d'huile, où je sais que les mêmes clients ne reviendraient jamais. Oui. Alors ça joue sur... t'as intérêt à les vendre sur la plage, oui. Voilà, si mon produit est de mauvaise qualité, la régénération naturelle des clients est très importante. Enfin, je dis ça, respect si vous avez vendu des beignets. mais voilà. Alors, inclure aussi tout ce qui est avantage concurrentiel. Quelle est la différence entre toi et la concurrence? Oui. Toi, tu fais quoi de mieux? D'accord? Et puis, surtout, définis très clairement ton business model. Et ton business model, c'est vraiment ton marché, l'intérieur de ta société, comment tu fais ce que tu fais, et le pont. Comment tu attires et convaincs des clients. Donc, entre l'extérieur, l'intérieur de ta société et le pont. D'accord? Et c'est ça qui va déterminer ton business model. D'accord? Souvent, les gens du business utilisent beaucoup de mots business model et les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Un business model, c'est juste l'engin, c'est comment tout fonctionne. D'accord? Et tu as vu, c'est très simpliste en fait. Il y a l'extérieur, l'intérieur et le pont. D'accord? Aussi, pourquoi tu serais la meilleure personne pour faire ça? Souvent, les gens veulent monter un restaurant, mais ils n'ont jamais travaillé dans la restauration. Un business, c'est trop important pour se lancer et voir. Tu sais, l'un de mes tout premiers boulots, est-ce que c'était pas mon premier boulot à Londres? Je suis parti à Londres, je savais pas parler anglais, je savais encore parler français. Si tu savais pas parler français, tu te débrouilles bien maintenant quand même. C'est clair. Je savais pas parler anglais et donc comme j'ai fait ma dernière année d'études au UK, je me suis dit je vais partir en été pour essayer d'apprendre un petit peu parce que à l'école à l'université je vais pas comprendre un peu ce qui se passe à l'école de commerce. Donc du coup je suis parti et mon premier boulot c'était une ancienne avocate qui venait d'ouvrir un restaurant il y a 3 mois. Ouais. Avocate, restaurant. Oui. Les deux mondes qui ne se cohabitent pas du tout, quoi. On sent la route vers l'échec. Eh ben, effectivement, j'ai encore des visions de elle calculer ce qu'elle a fait à la fin du mois et de moi. J'étais plus muet parce que j'étais en mode écoute puisque je comprenais sans pouvoir parler. Enfin, ça c'est déjà un stade avancé. Au début, je comprenais pas du tout, mais en tout cas, je voyais la tête, le stress. Tu vois, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Donc, il faut savoir que la qualité des gens derrière, leur capacité à comprendre la société, à réussir, elle est super importante. Mais ça compte aussi pour les gens que tu recrutes. Souvent, on a peur de se lancer tout seul. Alors, il y a un ami qui nous dit « Ah, j'ai une idée, moi je veux me lancer avec toi, Hamza. » Ok, d'accord. Mais toi, tu apportes quoi? Ben, moi, je vais bosser, tu me donnes tout, tu me donnes la finance ou le marketing, peu importe, j'apprendrai. Non.
Je sais pas. C'est un risque supplémentaire. C'est pas forcément. S'il y a un partenariat, il faut qu'il y ait deux expertises différentes, deux choses qui cohabitent, qui vous aident. Sinon, faites-le tout seul, d'accord? Et si vous le faites tout seul, essayez de viser quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser, que vous allez pouvoir soit apprendre très rapidement, ou alors que vous connaissez bien déjà. D'accord? Moi, toute ma carrière, c'était dans des boîtes de recrutement. Donc, je connais très très bien. Très bien. Je monte une société de recrutement demain sans problème. Sans problème. D'accord? Je sais combien de cash flow il faut. On prend les mêmes et on recommence. D'accord? Alors, highlight why your team is the best fit for the challenge et aussi une projection de revenus. C'est dans le résumé qu'il faut le faire. Et aussi, quel est le retour pour les investisseurs? Quel est le retour sur investissement? Eh bien, c'est là qu'on va le voir. Et bien sûr, à chacune de ces parties, on va dire, regardez la partie du document. Regardez la partie regardez la page C'est là où on va vraiment en dire beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et enfin, c'est voilà, on a parlé du retour sur investissement, mais surtout de quand est-ce que je te rends ton argent. En gros, tu vois, l'executive summary, il est intéressant quand tu as déjà fait le plan de ton business. Tu as ton business model, tu as ta mission. Et tu as vu, tu commences pas par la mission, tu commences avec ton idée. Tu commences et tu te dis, OK, le monde extérieur, il est comment? D'accord? Je vais pas improviser et penser que je connaisse le monde extérieur. Il faut que je passe par les checklists et me poser les bonnes questions. D'accord? Et c'est ça qui va être très, très important. À partir de là, tu sais, les investisseurs, Thierry, ils ont pour habitude quand ils voient un business plan, de lire le executive summary et le cash flow statement. Ils lisent la première, la deuxième page et les chiffres, l'argent. Si ça fait du sens, alors ils vont checker les informations en interne. C'est pour ça que c'est super important. C'est que ton executive summary, il faut pas dire « Ouais, mais je vais pas en dire trop parce que après… je vais tout dire. » Non, il faut dire les conclusions de chaque chapitre. Si c'est, par exemple, ton cash flow, eh bien, il faut dire, au bout d'un an, on fera ça comme profit. Si tu veux plus de renseignements sur comment j'arrive à ce chiffre-là, bah, va lire là. Va lire cette section. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Alors voilà, tu te rappelles, Thierry, on avait commencé avec un monsieur qui avait une idée. Il avait une super idée et tous ces gens-là, c'était son marché potentiel. Alors, au début, on a commencé à étudier le marché. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Quel âge ils ont? Est-ce que c'est des gens qui ont quel type de revenus? Est-ce qu'il y en a combien? Etc. etc. Voilà, on a commencé à étudier disponible et ainsi de suite. Exactement. Le marché. On a aussi étudié les concurrents, les fournisseurs, tout ce qui est extérieur. On a commencé à étudier tous ces gens-là. D'accord? Ensuite, on a commencé à se concentrer sur comment on va faire notre produit. Maintenant qu'on sait qu'il y a des fournisseurs de dispo, on sait combien ça va coûter. Maintenant, comment nous, on va transformer matière première en matière finie? Comment nous, on va transformer une demande d'un client en un service rendu? Comment nous, on va… Tu vois, le point de transformation, le process, d'accord? Où est-ce qu'on va stocker nos marchandises, etc., etc. C'est l'interne. Et c'est ça qui est incroyable. Et ensuite, on va construire un pont. On va construire un pont entre nous et notre produit et le marché. Et ça, c'est voilà comment on va les attirer et voilà comment on va les convaincre. Il va y avoir cette connexion constante avec le marché, avec le marketing plan. D'accord? Et c'est ça qu'on a fait. Ensuite, quand on a fait tout ça, on va commencer à dire, voyons voir si tout ça, ça marche. On va voir dans le temps si tout ça, ça marche. Alors, tu vois, on va commencer à faire des projections chiffrées en disant, voilà, si le pire des cas, c'est ça. Le retour, le point mort, le point mort. Le point mort, oui. Le point mort, ce sera au bout de tant de temps. Et on va commencer à faire des projections pour montrer qu'en fait, ce business, il a une capacité colossale. C'est seulement là qu'on se lance sur un business. Tu vois un peu en fait, faire un business plan, c'est super simple. Et c'est super important, c'est critique, c'est crucial. Comment on peut, imagine, comment on peut se lancer juste là? Oui. Imagine, tu sais, t'as juste une idée et tu oses te lancer comme ça. Alors, je tiens à préciser quelque chose parce que
On l'a vu dans les commentaires d'une précédente émission. Oui, on a fait une vidéo sur lesquelles tu disais que le business plan n'était pas important, mais ça ne concernait en fait que les créations d'entreprises sans investissement que l'on fait. Après ses heures de travail, c'est-à-dire qu'on n'a même pas arrêté d'avoir des revenus. Dans ce cadre-là, si vous lancez une entreprise de service sur Internet ou des choses comme ça, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un business plan. Ça pourrait vous aider, mais vous pouvez aussi partir en mode investigation. Mais en fait, c'est parce que la seule chose que vous investissez, c'est votre propre temps. Et que vous en avez suffisamment pour l'investir dans l'entreprise. Dans tous les autres cas, vous êtes obligé de faire un business plan. Ouais, en fait, à partir du moment où on va payer, investir, avoir besoin d'un capital de démarrage, oui, il serait fou de pas avoir de plan. Il faut avoir une carte. Parce que on se dit, attends, ce voyage, il peut être dangereux pour nous, quoi. Il faut avoir une carte en se disant, on va passer par là, on va faire ça comme ça, etc., etc. Et c'est impossible de penser à tout ce qu'on vient de voir, et encore, c'est un résumé, de penser à tout ce qu'on vient de voir juste de notre tête. Parce que, ouais, on n'est pas bête. Bien sûr qu'on n'est pas bête, d'accord? Donc, en résumé, Thierry, tu veux savoir comment, à chaque fois, hein, les fois où les gens me disent, tiens, Hamza, j'ai une idée de business, dis-moi ce que t'en penses. J'analyse tout ça. J'analyse l'idée, le produit. Qu'est-ce que ça résout comme problème? D'accord? Quel est son but humaniste? J'analyse le marché. D'accord? Pèse-t-elle? Quelles sont les influences politiques, légales? Quelle est la taille des clients? Le volume des clients disponibles? En fait, c'est des gens de quelle tranche d'âge, etc. Et du coup, ça va me permettre de... C'est facile de dire, ouais, il y a 1,5 million de personnes sur Dubaï. Ouais, mais c'est pas tous des clients potentiels. Toi, tes clients, c'est que les gens qui ont plus de entre 30 et 40 ans. C'est ça, tes clients. Faut pas partir sur un plan ou dire 1,5 million de personnes à Dubaï, par exemple. D'accord? Le monde en interne, c'est vraiment ton monde à toi. C'est comment tu fais. C'est ton secret. C'est vraiment ce que tu fais pour y arriver. Et c'est l'usine. D'accord? C'est la cuisine, l'usine, c'est ton bureau, c'est voilà. Et puis le pont entre le monde extérieur et le monde de ton entreprise, c'est la vente et ton marketing, d'accord? Et bien sûr, on va tester ce modèle-là. On va le tester avec ces 3 dimensions de marché, comment je vais le faire, et mon sales and marketing. Ça, c'est mon business model. Eh bien, on va le tester, Thierry, sur la durée. On va voir si ça fait de l'argent, si ça fait de plus en plus d'argent, d'accord? Et on va voir les pires des cas, le meilleur des cas, etc. Alors, tu vois, le truc c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de la glu dans tous les côtés. S'il n'y a rien qui tient les côtés, eh ben, si le marché change sur quoi que ce soit, eh ben, tu vois, les parties, elles vont commencer à s'effriter. La pyramide, elle va pas tenir. Il faut absolument bloquer les côtés aussi. Et quand on bloque les côtés, tu sais, il y a vraiment les contrats, par exemple. Tout ce qui est contrat, le systems and legal, tout ce qui est contrat, Thierry, ça bloque. Par exemple, quand tu fais des contrats de travail où tu dis il est interdit aux employés de bosser pendant les 12 prochains mois s'ils quittent ma société à un concurrent, eh bien, tu te protèges. Tu protèges ton business. Et ça, quand tu crées un environnement légal où, par exemple, si un client ramène un produit au bout de 7 jours, tu lui rembourses intégralement, ou enfin, tout doit être légalisé, d'accord? Les brevets, si c'est une idée originale, le dépôt de marque, d'accord? Tout ça, c'est dans la partie légale. Il y a aussi la partie systémique, c'est-à-dire tu peux pas tout faire dans un business. En fait, la majorité des gens échouent, ils font un burn-out parce qu'ils essaient de tout faire, parce qu'ils se disent personne ne peut le faire mieux que moi. Personne ne peut faire mieux que moi, ça veut dire que tu n'es pas un entrepreneur. Tu es un employé de ta propre entreprise. Tu n'es même pas le boss. Le boss de l'entreprise, c'est quelqu'un qui va créer des documents, des systèmes, des procédures pour que les autres le fassent. Aussi bien que lui ce qu'il veut. Pour que les autres le fassent. Dans ma boîte de recrutement, j'ai des scripts. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fini mon travail avec les scripts, déjà,
les gens ont juste à lire, ils n'ont pas à apprendre, ils ont juste à utiliser certains scripts. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'au bout de quelques mois, j'avais fait plein de mini Hamza partout. Ils répondent comme j'aurais répondu. Ah oui, c'est ça l'entrepreneur. Et là, du coup, j'ai été capable de grandir, puisque je n'avais plus à expliquer, à former, à faire les choses, à reprendre les gens. C'est pareil pour les services clients. Tu leur poses une question, ils tapent sur leur logiciel, leur database, la question pour trouver la réponse. Et c'est ça qui fait que, tu vois, tu crées des systèmes qui marchent tout seuls, sans ton intervention. D'accord? Et pour ça, il faut documenter, il faut faire les choses. D'accord? Si tu as pas de système et que tu recrutes un chef cuisinier, par exemple. Ouais. Et que ce chef cuisinier, pendant 1 an, il fait un super boulot. Il y a plein de gens qui arrivent, qui viennent dans ton restaurant. Enfin, tout va bien. Puis un jour, le chef cuistot, il doit rentrer dans un autre pays, ou alors il se fait recruter par une autre boîte qui le paye plus cher. Ouais. Si t'as pas documenté toutes ces recettes, t'es mort. Et ça, c'est tes systèmes. C'est ça, tes systèmes. Tu vois, c'est la capacité de plus dépendre de rien du tout. C'est que tu as toute la nomenclature, toutes les façons de faire sont documentées. D'accord? L'autre glue, l'autre colle qui fait marcher l'autre côté, c'est les gens. Parce qu'effectivement, une fois que tu comprends que c'est le leadership plus les gens, hein, dans tous les domaines, d'accord, que ce soit dans le marketing, dans la vente, dans la fabrication, c'est les gens. C'est eux qui vont te dire, tiens, le marché il est en train de changer, j'ai de plus en plus de personnes qui me disent ça parce que je suis toujours au téléphone. Boum, je connais mon marché de mieux en mieux, je m'adapte à ce marché. C'est le comptable qui va te dire, attention ici, dans 3 mois, si on continue sur cette machin, on va plus avoir de cash. Tu vois, c'est les gens qui vont faire en sorte que le business, il va être capable de naviguer comme ça les hautes mers, les océans et être contrôlable même pendant les tempêtes, les moments difficiles, etc., etc. D'accord? C'est les gens qui créent le système, c'est les gens qui font le légal. D'accord? Et enfin, le bedrock, hein, la base, la plateforme sur laquelle la pyramide se pose, c'est vraiment mission, vision, values. C'est vraiment l'ADN de la société. C'est comment on traite les gens, comment on traite les employés, c'est quoi la vision au bout d'1 an, 5 ans. On veut être quoi? On veut être le numéro 1 dans ça, on veut être le meilleur dans ça. J'ai une vision d'être l'un des meilleurs coachs de la planète. D'accord? En vrai, secrètement, dans mon rêve, c'est d'être le meilleur coach de la planète. Ça met du temps. Même pas mal. Je l'ai le temps pour l'instant, tant que je suis vivant. Oui. Ma vision, c'est ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, je passe du temps sur Internet. Là, j'ai regardé 2 ou 3 vidéos sur les business plans. Mais qu'est-ce qui me saoule? Mais pourquoi tout le monde saoule? Pourquoi tout le monde complexifie tout? Alors que la vie, elle est simple. Alors que monter un business, c'est simple comme on sait quand on sait comment on fait. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de prendre de plus en plus de voix, donc de toucher un maximum de monde, de dire mais il faut démystifier toutes ces choses-là, d'accord? Démystifier toutes ces choses-là. Avoir une vision, c'est super important, d'accord? Et bien sûr des valeurs, comment on traite les autres. La dernière chose, Thierry, je sais qu'on fait des heures sup, mais une dernière chose, c'est 3 petits conseils. Restez bref. Le but, c'est pas d'écrire 25 000 pages. C'est pas de faire un gros document. C'est pas d'écrire un livre. C'est rester bref. D'accord? Le but, c'est pas d'expliquer tout. C'est vraiment de donner l'impression que tout est calculé. Tout a été pensé. Pas forcément de dire, tiens, dans mon business plan, je vais mettre le menu de mon restaurant et puis les recettes de chaque menu. On s'en fout. C'est pas l'endroit pour ça. Ouais, mais Hamza, t'as dit qu'il fallait tout documenter en interne dans la société, pas le business plan. Dans le business plan, il va te montrer qu'il y a des points de documentation, qu'il y a des points de systémisation. D'accord? L'autre chose, c'est que un business plan, il est presque jamais fini. Un business plan, en vrai, il est toujours en train de s'adapter. On va le faire et puis on va aller sur le marché puis on va réaliser d'autres choses et puis on va se dire tiens,
en fait, on devrait plutôt faire comme ça. On devrait plutôt faire ça là, ici, au lieu de là, etc., etc. Et en fait, tout va changer parce que de là, les coûts vont changer, etc., etc. Et donc, en fait, un business plan, c'est quelque chose d'ouvert. C'est pas un document, on le fait et après c'est fini et puis on le met dans un coin. Non, c'est quelque chose qui est une boussole. Tu sais, quand on est dans le business, l'une des caractéristiques de vrais leaders, c'est qu'ils ont la capacité à penser global. Quand on a la tête dans le guidon, dans notre business, eh bien, c'est là qu'on se prend le plus de claques. C'est là qu'on se prend le plus de claques. Parce qu'il y a tout qui nous tombe dessus. On a l'impression d'être une victime de notre propre business. Les taxes nous tombent dessus. Oh, et puis ce client, il m'a lâché. Oh, et puis lui, il veut démissionner. Et puis, on se dit, mais attends. C'est les coins de la pyramide qui tiennent pas, là. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, ça influe sur ça. Ça, c'est la capacité du leader. Donc, il faut toujours essayer de garder le business plan comme ta capacité à te sortir la tête du guidon. Oui. Et ça se dit pas à te sortir la tête du guidon, je viens de réaliser. Si, ça se dit. En tout cas, prendre de la distance et de dire, attends, pourquoi mon business ne marche pas? Tu vois, quand j'ai la pyramide devant moi, je me dis, je peux regarder et je peux dire, bah là, mon bridge, j'attire pas assez de clients. C'est sûr et certain. Le customer service, ils me disent que les clients sont ultra satisfaits. Mais je fais pas de vente. C'est que j'attire pas assez de clients. Ou alors, j'ai besoin de formation pour ma force de vente. Ou alors, effectivement, j'ai beaucoup de retours. Les clients sont pas contents. Je dois regarder un petit peu le process de fabrication, la qualité, la conformité. D'accord? Et enfin, dans votre business plan, utilisez des graphiques autant que vous pouvez. Tu sais, c'est saoulant les business plans qui sont juste écrits. Oh, c'est super lourd. On a envie, tu sais, crée-le comme vraiment. Tu peux presque le partager avec tes employés. Tu peux le partager avec tes employés. C'est quelque chose où tu peux dire, regardez ce qu'on essaie de faire. On essaie de construire quelque chose de grandiose. Tu sais, même quand on tout ce qui a été créé a été planifié. Tout ce qui a été créé a été pensé. Tu vois, ce qui est dingue, c'est que on n'a pas un nez de l'autre côté. Ah non, parce qu'effectivement, quand il pleut, ce serait pas très pratique, un nez. Et on n'a pas trouvé d'hommes de Cro-Magnon avec des nez de l'autre côté et puis dire, t'as vu l'évolution? Au début, on avait des nez un peu obliques et puis non, tout a été déjà planifié, pré-calculé. Et c'est ça qu'il faut faire. Si on est créateur, on doit créer, mais d'abord planifier. On peut pas commencer un long voyage sans prendre la carte, sans prendre la boussole, sans prendre un guide. Et d'ailleurs, en parlant de guide, si vous avez une idée de business et que vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas envie de tomber dans des pièges, vous avez envie de réussir à faire du chiffre assez rapidement, prenez des raccourcis, prenez un coach. Peut-être pas moi, si vous m'aimez pas, mais prenez un coach. Je vous le conseille colossalement. Les deux endroits, Thierry, je l'ai déjà dit avant, mais les deux moments de ma vie où j'ai pris un coach, c'est les deux moments où j'ai frôlé la banqueroute. Ma femme m'a dit, mais t'es fou, alors prends un coach. Alors, t'es fou, c'était la première réaction de ma femme, et elle a raison, hein, mais j'avais pas l'argent, si tu veux, pour les payer ces coachs-là. Et la deuxième réaction, c'est, alors d'accord, mais prends un qui est moins cher. mais le truc, ma réponse, c'était, sans ce coach, je ferme. Et si je prends quelque chose de moins cher, moi, ce que je veux, c'est le meilleur. J'ai plus envie d'avoir besoin de coach après. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie qu'il me donne tout. J'ai envie de prendre l'un qui est un des meilleurs. Et du coup, bien sûr, il coûtait un petit peu plus cher. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. C'est que mets-le dans tes coûts opérationnels, des coûts d'investissement. Parce que si j'avais pris un coach au début, je serais pas passé par une année où j'ai perdu presque 1 million de dirhams. Tout ça parce que je voyais pas le problème, je le cherchais tout seul. Bref. Oui, alors, excuse-moi, juste pour parler de cette histoire de coaching, en fait,
Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé lors des créations d'entreprise, qui est le poste formation. Que vous fassiez de la formation, alors je dirais avec un coach, avec un enseignant ou une formation collective et ainsi de suite, ou que vous fassiez de l'auto-formation, il faut toujours le budgétiser. Il faut toujours penser que vous devez continuer à apprendre et que ce soit donc, je dirais, en formation ou en auto-formation, même si ça ne vous coûte pas d'argent, ça va vous prendre du temps et il faut au moins budgétiser ce temps, c'est-à-dire que faut pas partir dans un délire. Enfin, ça c'est mon opinion et je pense que tu es à peu près d'accord avec moi là-dessus. Si vous avez besoin de formations qui sont assez conséquentes, faut pas partir dans le délire. Je ferai ça le soir quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire dans mon business. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, il faut prévoir, je ne sais pas moi, une demi-journée par semaine, une semaine un jour tous les 15 jours, 2 jours par mois, enfin, mais il faut toujours prévoir un volant de formation parce que de toute façon, vous aurez toujours besoin d'apprendre des choses. Il y a des choses qui ne viennent pas toutes seules. Et vous pouvez chercher chercher dans votre coin pendant des heures, pendant des mois, pendant des années, et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner la bonne information en 10 minutes. C'est exactement ça. Voilà quoi. C'est exactement ça. Tu sais, en coaching, je le vois énormément. Comme les gens sont capables de faire un 180 degrés, tu sais, un demi-tour complet. Ils étaient dans une mauvaise trajectoire. En un mois, ils font un demi-tour complet. Magnifique. D'un seul coup, ils ont soit beaucoup plus d'entretiens, soit d'un seul coup, ils commencent à attirer des clients, ils commencent à faire des ventes. C'est incroyable. Alors que ça fait 6 mois qu'ils se dépatouillent tout seuls. C'est important, c'est super important. Même si tu te dépatouilles tout seul, ce que tu dis, Thierry, c'est super important. C'est que lis des livres. Si tu es tout seul, pas de problème. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses pas juste confiance à ton improvisation. C'est un milieu que tu connais pas. D'accord? C'est un milieu que tu connais pas et chaque business est nouveau. Donc, il faut absolument te dire, attends, il faut que je lise des livres sur le leadership, sur le management, sur comment monter faut que aussi que je m'entoure de gens qui savent mieux que moi dans différents domaines. M'entoure de gens qui savent mieux que moi. Montez pas des business parce que t'es pote avec quelqu'un ou parce que t'es sa femme. Et c'est soit chacun apporte une vraie valeur ajoutée ou alors vous n'êtes pas partenaire. Il y aura peut-être une personne qui sera investisseur, l'autre elle sera dans la société. Mais pour tout ce qui est personne, il faut toujours penser à expertise. Le vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui va s'entourer de gens qui savent mieux que lui dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça, c'est la vraie force de l'entrepreneur. Si tu es capable de t'entourer de gens qui vont bosser plus dur, peut-être pas bosser plus dur, mais qui vont savoir mieux que toi, la compta, la vente, etc., alors t'es en train de gagner. T'es en train de gagner. Voilà, c'est juste, j'espère que ça a été utile. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à nous dire vos ressentis. Je sais pas si on a eu c'est pas le genre de cours où tu as beaucoup de commentaires. Je sais pas si on en a eu ou pas. On a eu des commentaires au début, puis là ça s'est un petit peu arrêté. Pourtant, on a toujours un nombre élevé de personnes qui nous regardent, donc. Bon, c'est bon signe déjà. Ou alors ils sont partis et ils laissent l'écran. Oui, c'est ça, ouais. C'est une possibilité, non, c'est possible. Alors, est-ce que tu as des questions, des commentaires? Il y avait John qui donnait l'exemple, tu sais, sur le cash flow et le fait de pas savoir si on est toujours à flot, et il donnait l'exemple du fait de payer parfois des fournisseurs à 90 jours, et donc en fait à un instant T on a de l'argent, mais en fait cet argent on l'a déjà plus parce que il va quand même falloir qu'on paye le fournisseur. Ça, c'est un bon exemple. Sinon, il y a Najwa qui nous dit que l'émission est très intéressante. Merci Najwa. Et il y a Ayoub qui nous dit qu'il est là. Merci de ta présence, Ayoub. Okay. Bah c'est parfait, c'est bien tout ça, c'est génial. Donc ça a servi. Les amis, rendez-nous un énorme service et partagez. D'accord? Rendez-nous ce service et partagez. On veut pas que, tu sais, la meilleure façon d'aider son prochain, c'est de l'instruire, c'est de l'aider à s'instruire, parce que vous savez jamais, ça tombe sur une personne qui décide de se lancer, qui 2 ans après recrute des gens qui à la base avaient des problèmes financiers. Vous savez pas en fait juste ce qu'un seul partage peut faire. Vous savez pas. Alors
faites en sorte que cette énergie, ce que vous recevez, ça continue sa route. Ça se bloque pas avec vous. D'accord, ça s'arrête pas. Vous êtes juste vous faites passer l'énergie. Faites passer l'énergie, les amis. On a beaucoup de groupes en français, francophones, qui comptent aussi, nos amis suisses, les amis, peu importe, tous les gens qui parlent francophone devraient avoir accès à ces choses-là. C'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, c'est comme ça qu'on va sortir. Tu sais, Thierry, j'ai été choqué par différentes choses dans ma vie. Une chose qui m'a choqué, c'est quand on était gosse, on était au collège, on allait au centre social, on allait à la maison des loisirs et ils faisaient de l'aide aux devoirs pour nous petits cancres, parce que on était et c'était des bénévoles. Il y avait un monsieur qui s'appelait Salvatore Cali qui était ingénieur, qui depuis 10 ans ne travaillait plus. 10 ans ne travaillait plus. Il était vraiment bon en tout ce qui est maths, physique, etc., si bien que mes parents, ils ont décidé de le prendre en cours particulier pour mon frère et moi. Et ce monsieur-là, il nous a donné tout son temps, et en fait, il survivait pas avec sa compensation de chômeur. Il survivait pas. C'était vraiment très 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 difficile pour lui. Il nous racontait pas mal de choses. Et quand mon papa lui faisait un chèque, et crois-moi, même le chèque, enfin, mes parents étaient toujours là à nous soutenir pour l'école, et quitte à se priver eux-mêmes. Et je me souviens quand il était tout excité quand il avait son chèque. Et un jour, il a arrêté de venir. Il a arrêté de venir. Alors, mon père s'est renseigné et il a découvert qu'il s'est suicidé, ce monsieur. Il s'est suicidé parce que c'était trop pour lui. Le chômage, les amis, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est une des choses qui m'a décidé à entrer dans le monde du recrutement, à aider les chercheurs d'emploi et aujourd'hui à essayer d'aider les entrepreneurs à créer des emplois. C'est des épisodes comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire partagez, les amis. C'est quelque chose, j'espère que vous le sentez, c'est quelque chose qu'on fait avec tout notre cœur. On le fait pas pour la gloire, on le fait pas pour l'argent. On prépare énormément. Thierry travaille des fois jusqu'à 5-6 heures du matin à retoucher les vidéos, à retravailler sur les médias sociaux. Il travaille comme un malade et moi je lui remets la pression. Où est-ce qu'on en est pour ça? Où est-ce qu'on en est pour ça? Je prépare pas mal aussi. Oui. Ne laissez pas ces vidéos ici. Ne les laissez pas. Maintenant, on vous passe le relais, les amis. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui en ont besoin. Si il est vrai que ça vous a aidé, alors appuyez sur partager. Ne devenez pas des gens qui prennent sans jamais redonner. Ça ne vous coûtera rien du tout. Voilà, je dirais, je terminerai avec ça, Thierry. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, sur ces paroles, je sais pas trop quoi dire de peur de dire une bêtise. On va vous souhaiter quand même une bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission et on vous souhaite le meilleur. Profitez de la vie, profitez de ce que nous vous offrons. Faites-en profiter les gens, puisque c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le monde numérique, c'est que on peut partager les choses tout en les conservant pour soi. Donc n'hésitez pas et on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même personne et sujet un petit peu différent. Au revoir. À bientôt les amis, ça nous a fait plaisir encore. À la semaine prochaine.